Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré aujourd'hui aux problématiques contractuelles liées à la gestion des commerces multiservices en milieu rural. La redynamisation commerciale et artisanale du territoire constitue un enjeu majeur pour les collectivités locales rurales ainsi que pour les pouvoirs publics. Il existe de nombreuses façons d'encourager l'économie de proximité pour les collectivités locales. Lorsque l'initiative privée ne se manifeste pas, certaines d'entre elles vont jusqu'à devenir propriétaires des murs d'un commerce afin d'impulser une nouvelle dynamique. Dans le cadre du lancement par la Fédération nationale des bistrots de pays, en partenariat avec l'ANCT du guide Bien choisir le contrat adapté à l'exploitation d'un café-restaurant multiservice en milieu rural, guide juridique pour l'élu local, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Bastien Giraud, directeur de la Fédération, et Maître Cécile Lavis, avocate au barreau de Lyon, rédactrice du guide, qui vous présenteront le cheminement préalable à mener dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet de création ou de reprise d'un commerce de ce type. Ils dresseront en outre un panorama des principaux contrats adaptés en fonction de l'objectif poursuivi et vous alerteront sur les points d'attention à ne pas négliger. Enfin, les intervenants, évoqueront également leur retour d'expérience en présentant des exemples concrets. Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions via la boîte de dialogue ouverte sur la droite de votre écran. Monsieur Bastien Giraud, Maître Cécile Lavis, je vous laisse la parole. Merci Monsieur Do, merci d'organiser ce webinaire avec Moniteur Juris. Je me présente Cécile Lavis, donc je suis avocate au barreau de Lyon et j'exerce en droit public. Et j'interviens notamment en partenariat avec la Fédération des bistrots de pays sur les questions de gestion des commerces multiservices en milieu rural. Nous accompagnons des collectivités pour mener à bien leurs projets et passer leurs contrats. Voilà pour ma petite présentation. Le cabinet est basé à Lyon, mais j'interviens naturellement sur tout le territoire national. Je laisse peut-être la parole à Monsieur Giraud pour se présenter également. Bastien Giraud, le directeur de la Fédération nationale des bistrots de pays. Donc, on est basé dans les Alpes-de-Provence, à Fort-Calquier, où l'aventure bistrot de pays a commencé il y a maintenant 30 ans. Voilà, pour faire un petit point sur le déroulement du webinaire, on va d'abord vous présenter un petit peu le label Bistrot de pays et puis le guide juridique qui vient d'être lancé en partenariat avec la MRF et la NCT. Et puis ensuite, on reviendra sur les prérequis au choix du contrat, c'est-à-dire la démarche préalable à mener avant toute conclusion de contrat pour les collectivités concernées. Ensuite, on parlera plus particulièrement des contrats qui portent sur la mise à disposition de biens ou de fonds de commerce en contrepartie d'un loyer ou d'une redevance. Et puis, nous aborderons aussi les contrats de la commande publique qui s'imposent dans certains cas. Et enfin, on présentera quelques exemples concrets et vous aurez la possibilité de présenter vos questions auxquelles nous essayerons de répondre. Voilà pour le déroulement. Donc, on commence tout de suite par une petite présentation du label. Je vais laisser la parole à Monsieur Bastien Giraud qui va vous présenter rapidement le label Bistrot de pays et puis on reviendra sur le guide juridique qui vient d'être publié à ce sujet. Voilà. Ok, donc merci déjà à tous les participants. Donc, le réseau bistrot de pays, comme je le disais tout à l'heure, a été créé en 1993, donc on fête le 30e anniversaire. Il a été impulsé à l'initiative d'élus locaux à travers la première génération des programmes européens LEADER, programme qui existe encore. Et à l'époque, ça s'est passé sur le pays de Fort-Calquier, dans les Alpes-de-Provence, un département rural. Voilà. L'objectif est resté toujours le même depuis le démarrage, à savoir de maintenir du lien social dans les villages, donc en espace rural, en soutenant le bistrot comme lieu de convivialité, lieu de rencontre et de service de proximité. Ça reste, on va dire, l'axe central de la charte des bistrots de pays.
Donc, le siège de la fédération est resté dans les Alpes-de-Haute-Provence et c'est à partir des années 2000 que l'essaimage du réseau a commencé avec les fondamentaux du développement local, hein, puisque c'est sur l'exemple d'un territoire que d'autres territoires ont voulu implanter ce concept, ont pris attache avec la communauté de communes qui gérait ce label, et la Fédération nationale des bistrots de pays a été créée pour encadrer cet essaimage à partir de 2003. Donc aujourd'hui, on a 130 bistrots de pays en France, répartis sur 28 départements, 8 régions. On a 11 relais locaux, c'est des structures préexistantes, publiques, parapubliques, comme les agences de développement touristique, les chambres de commerce, qui sont aussi à l'échelle départementale ou infradépartementale des relais pour gérer le label. Et une des originalités du label, c'est que on a la moitié des murs des 130 bistrots de pays qui ont des murs communaux. C'est-à-dire que souvent c'est la commune hein, qui soit recrée ex nihilo un établissement, puisqu'il n'y en a plus, donc ça peut être une construction neuve, rénove un établissement préexistant qui n'a pas trouvé de repreneur. En tout cas, on est en lien toutes les semaines avec On ne les vous élus entend plus, Monsieur sur ces Giraud. questions-là, puisque souvent, pour pallier à la carence… Mais c'est bon, le Ah, son vous est revenu m'entendez? de mon côté, oui, oui. Ah, il y a des coupures de Bon, son de ton voilà. Oui, Donc c'est bon. souvent, pour pallier à la carence Ah, de… Je vous invite à couper la Vous vidéo, m'entendez? Maître David et Monsieur Giraud. Je vous invite à couper la vidéo parce qu'il y a des petites ruptures de son. Donc, on aura une meilleure qualité sans la vidéo. Donc, voilà, merci. Je vous redonne la parole. Très bien. Voilà, donc je disais que souvent, lorsqu'il y a une carence de l'initiative privée, la commune prend le relais. Et c'est pour ça que depuis toutes ces années, on est en lien avec l'Association des maires ruraux de France. Depuis plus de 10 ans, on travaille en collaboration. Les questions peuvent être très diverses hein, sur le calibrage de l'investissement, sur les plans de la cuisine, sur le recrutement du bistrotier. Mais une question très importante qui est un facteur de réussite très important et souvent peut être pris pas assez en amont, réfléchi pas assez en amont, c'est le choix du contrat. C'est un facteur très important de réussite parce que c'est ce choix qui va venir donner l'équilibre entre oui, alors l'intérêt général on entend plus Monsieur porté Giraud par la de nouveau. commune et souvent qui va Donc attendre un effectivement, service le à la choix du populace, des contrat, horaires il est très d'ouverture. important. Oui, donc la collectivité souvent en fait a des attentes en termes de commerce parce que elle impose certains horaires, certains calendriers. C'est ce qu'expliquait Monsieur Giraud. Et c'est dans ce cadre-là en fait que le guide juridique qui a été réalisé il y a peu a été créé. C'est pour accompagner les élus dans cette démarche-là. Monsieur Giraud, vous êtes toujours avec nous? Je crois qu'il y a un problème de son. Monsieur Oui, vous Giraud? m'entendez? Oui, 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 on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend là. Oui, on vous voilà, entend là. ok. Voilà, pour moi, moi, ce que je voulais voilà, dire, c'est donc on travaille en lien avec l'AMRF sur ces questions-là et avec l'Agence nationale de cohésion des territoires. Donc, ça aboutit à la rédaction d'un guide juridique qui va être décliné là en webinaire, qui a vraiment été pensé comme un outil d'aide à la décision pour les élus locaux. Et voilà, bon, je laisse la parole. Oui, je vais prendre le relais sur cette question-là. Donc, effectivement, la Fédération nationale des bistrots de pays et la MRF ont souhaité rédiger un guide à destination des élus. C'est un guide d'aide à la décision. Vous verrez en fin de webinaire, on vous donne les adresses pour vous procurer ce guide.
Et l'objectif, c'est vraiment de permettre aux élus d'avoir une première approche sur ces différents contrats et d'être un peu orientés dans leur choix du type de contrat. Ça remplace pas naturellement une consultation juridique ou un accompagnement économique, financier, juridique sur ces questions-là, mais en tout cas, c'est un premier outil qui permet de déblayer, entre guillemets, le terrain. Et d'ailleurs, on met à disposition dans ce guide des outils très concrets, notamment un questionnaire d'aide à la décision qui peut être utile. Donc, je reprends la main sur cette présentation. La question du contrat, en fait, nécessite de mettre en œuvre un cheminement préalable à la décision pour choisir un contrat adapté. La première chose à faire, c'est qu'il y a des prérequis pour les collectivités concernées. C'est souvent, on l'a dit, des communes rurales ou des EPCI, des établissements publics de coopération intercommunale, qui se posent la question de mettre en place un commerce multiservice ou de le reprendre. Et il y a d'abord un certain nombre de questions à se poser. Et ça, c'est l'étape 1 qu'on a mis en place dans le guide. C'est de vérifier sa compétence, de définir ses besoins et de vérifier aussi l'adhésion de la population, de vérifier aussi si il y a d'éventuels exploitants potentiels et les éventuelles contraintes économiques et juridiques qui seront imposées. Après, en fonction de ces objectifs là et de cette définition préalable, qui est une définition des besoins finalement pour la collectivité, il faudra voir si l'objectif c'est surtout de valoriser un bien ou un fonds de commerce en contrepartie d'un loyer ou d'une redevance, ou bien si la collectivité elle a vraiment des attentes précises qu'elle veut imposer sur les produits, le calendrier, etc. Et en fonction de ça, on sera soit dans des contrats qui vont porter uniquement sur la mise à disposition des biens ou sur des contrats de la commande publique. Et pour les contrats qui portent sur la mise à disposition de biens, il faudra s'interroger sur la qualification du local en question. Est-ce que le local relève du domaine public ou du domaine privé? Si on veut imposer des contraintes, on le verra, il faudra s'interroger plutôt sur la répartition du risque économique dans la gestion de l'exploitation. Et en fonction de ça, on choisira le contrat. Donc, on va en fait décliner ce petit schéma dans le cadre de cette présentation, point à point, sachant que ça n'est pas exhaustif. Naturellement, il y aura toujours d'autres contrats possibles. On ne présente pas là les contrats de cession, c'est une autre question. Et bien sûr, on vous présente là un panorama des principaux éléments à prendre en compte. Sur les prérequis au choix du contrat. Les prérequis au choix du contrat, donc on va d'abord, pour la collectivité ou l'EPCI, il est très important de s'interroger d'abord sur sa possibilité d'intervention parce qu'il s'agit de prendre en charge une activité économique dans un secteur qui peut être concurrentiel, qu'il l'est, l'exploitation d'un bar-restaurant multiservice, d'un commerce multiservice. C'est une activité commerciale. Naturellement, une collectivité n'a pas vocation à exercer des activités commerciales. Et c'est la raison pour laquelle, avant toute chose, la jurisprudence et le Code général des collectivités territoriales, s'ils permettent aux communes et aux EPCI de créer ou de confier la gestion d'un commerce de ce type à un exploitant ou de le gérer elle-même, il faut qu'il y ait des conditions qui soient remplies. Et il y a 2 conditions pour ce faire. D'abord, il faut que la gestion d'un tel commerce, elle rentre dans les compétences de la personne publique. Concrètement, pour les communes, il y a ce qu'on appelle la clause générale de compétence qui est fixée par le CGCT, qui est prévue par le CGCT, à l'article 2121-29 du CGCT, et donc qui leur permet normalement d'intervenir de manière générale à partir du moment où il y a un intérêt public local qui le justifie. D'accord. Pour les EPCI, c'est encore différent puisqu'il va falloir regarder les compétences statutaires. Donc, vérifier les statuts et voir si l'EPCI est bien compétent pour agir dans ce domaine-là. Le cas échéant, s'il ne l'est pas, il faudra envisager des modifications statutaires pour lui permettre d'intervenir. Et pareil, il faut faire attention justement aussi pour les communes. Si l'EPCI a compétence en la matière, elles ne pourront plus intervenir. Donc, c'est des questions à se poser véritablement en amont.
pour être sûr que la collectivité dispose bien de la compétence juridique qui lui permet d'intervenir. Et ensuite, donc on l'a vu, et je l'ai dit rapidement pour les communes, il va falloir justifier d'un intérêt public local. Concrètement, l'intérêt public local pour intervenir dans matière commerciale, il va se justifier soit par une carence ou une insuffisance quantitative ou qualitative de l'offre existante, soit pour satisfaire des besoins spécifiques de la population. Donc, on va vérifier concrètement s'il existe d'autres commerces de ce type-là dans les environs, à quelle distance, quel type de commerce, est-ce que c'est véritablement le type de commerce qu'on veut mettre en place en termes qualitatifs, donc sur les produits, les prix, etc. Quelle offre on veut mettre en place, et en fonction de ça, on pourra déterminer s'il y a bien un intérêt public local. Il faut savoir qu'en milieu rural, le CGCT, le Code général des collectivités territoriales, permet ce type d'intervention. C'est l'article L2251-3 qui permet justement cette possibilité. Et il faudra bien s'assurer au préalable de ces points qui sont primordiaux, puisqu'on est sur le terrain économique et que ce n'est pas naturel. Ensuite, quel autre prérequis il est nécessaire de mettre en place, sur quel point il est nécessaire de réfléchir? Eh bien, il va falloir pour la collectivité ou le PCI définir précisément ses attentes, ses objectifs, et puis éventuellement se faire accompagner justement pour les définir. Il faut savoir sur quels éléments la collectivité souhaite exercer un contrôle. Est-ce qu'elle souhaite imposer des horaires, un calendrier, des produits, des prix, etc. Quel degré, jusqu'où souhaite-t-elle aller en fait dans la mise en place d'obligations à l'égard des co-contractants et dans le contrôle de la gestion de l'activité. Et pourquoi c'est important ce point-là? Parce que, je l'ai dit rapidement en présentation, on peut rentrer à partir du moment où il y a des exigences très fortes qui sont fixées, des contraintes très fortes et un contrôle sur la gestion, on va pouvoir rentrer dans le champ de la commande publique dans certains cas. Qui dit commande publique dit règles de passation et de publicité spécifiques qui sont imposées par le code et dont on ne peut se défaire. Et donc là-dessus, il faut être très vigilant parce que c'est ça qui va déterminer aussi si on entre ou pas dans le champ de la commande publique. Il faut aussi que la collectivité puisse réfléchir à la participation aux investissements qu'elle souhaite accorder. Est-ce qu'elle souhaite participer financièrement, par exemple réaliser des travaux ou participer aux investissements de stock, de matériel, etc. Et si elle souhaite ou pas mettre en place un système d'aide économique. Donc ça, c'est important. Autre point important, il faut réaliser ce qu'on appelle une étude de rentabilité économique pour déterminer quelle est la viabilité ou l'attractivité du projet. Et cette étude, elle doit être réalisée, bien entendu, aussi en fonction du degré de contrainte que la collectivité va souhaiter imposer, des obligations. Si on impose à un exploitant d'ouvrir 7 jours sur 7 tous les mois de l'année, bien entendu que cet élément aura une incidence en termes de viabilité économique et d'attractivité. Donc, ça se réfléchit en amont pour bien doser aussi les contraintes qu'on souhaite imposer. Et dans ce cadre-là, il est possible de se faire accompagner par des assistants à maîtrise d'ouvrage sur les questions économiques et juridiques, si besoin et si nécessaire. Et dans ce cas-là, notamment la Fédération des bistrots de pays dispose d'un réseau de partenaires, mais il est aussi possible de se rapprocher des chambres de commerce, des chambres consulaires qui peuvent accompagner ce type de démarche et aider les collectivités dans cette démarche. Ensuite, il va falloir aussi réfléchir au local. Concrètement, quand les collectivités en viennent à mettre en place ce type de projet, bien souvent, elles ont un local dont elles sont propriétaires, pas toujours. Dans le cas où elles ne seraient pas propriétaires du local, il va falloir acquérir un local. Alors, il faut savoir qu'il y a différents mécanismes qui sont mis en place, notamment un droit de préemption spécifique pour les collectivités, mais ça, c'est un autre sujet.
Bon, la plupart du temps, elles sont propriétaires du local. Il faudra donc réfléchir aussi sur les investissements à réaliser dans ce local. Est-ce que ce local peut être directement exploité? Est-ce qu'il y a des travaux à réaliser ou des investissements? Et dans ce cas-là, il faudra voir s'il y a des aides éventuellement qui sont mobilisables et selon quelle répartition les financements, les investissements vont être réalisés. Parce que en matière de commerce multiservice et de création ou d'exploitation de ce type de commerce en milieu rural, il y a différents types d'aides qui peuvent être accordées soit aux collectivités, aux maîtres d'ouvrage, soit à l'exploitant. Et donc, il va falloir un peu se renseigner en amont sur les financements qu'on va pouvoir mobiliser pour ces investissements-là et leur répartition en fonction sur le maître d'ouvrage ou sur l'exploitant. Et enfin, un dernier point très très important là-dessus, c'est de déterminer quelle est la qualification juridique du local. Est-ce que ce local, il relève du domaine public ou du domaine privé? C'est très important parce que les biens du domaine public font l'objet d'une protection particulière, d'un régime juridique très spécifique qui interdit la conclusion de contrats de droit privé. Pour savoir si un bien relève du domaine public, il va falloir vérifier si les critères de la domanialité publique qui sont fixés par le Code général de la propriété des personnes publiques, on a ici visé le CG3P, eh bien, il faut vérifier si les critères sont remplis. Le premier critère, c'est l'appartenance à une personne publique du bien. Et les autres critères, c'est le critère de l'affectation. Soit le bien est affecté à l'usage direct du public, c'est-à-dire que le public peut l'utiliser directement. Ce ne sera pas le cas d'un café-restaurant multiservice, puisqu'il faut rentrer dans l'établissement, etc. On ne peut pas en user librement. Par contre, il y a un deuxième critère pour l'affectation, c'est l'affectation à un service public. Et dans ce cas-là, pour que le bien relève du domaine public, il faudra qu'il fasse l'objet d'aménagements indispensables à cette activité. Et on peut, dans certains cas, dans le cadre de bar-restaurant multiservice, rentrer dans cette définition et que le bien relève du domaine public. Mais ça peut aussi être le cas, et c'est ce que je vous ai expliqué aussi dans le cadre du support qu'on verra par la suite, un bien qui relevait auparavant du domaine public et qui n'a pas été déclassé en relève toujours. Donc, il faudra faire attention à ça, à l'historique du bien. Parce qu'on a certaines communes, par exemple, qui utilisent une ancienne salle des mariages qu'elles veulent réaffecter, etc. On sera sur le domaine public s'il n'y a pas eu de déclassement. Donc, on sera obligé d'appliquer le régime juridique spécifique des biens du domaine public. Ensuite, le dernier point qu'il faudra vérifier, avant de choisir et de conclure le contrat, de passer à la passation, eh bien, ce sera de mesurer aussi l'adhésion de la population et l'existence éventuelle d'exploitants. Pour ça, il y a plusieurs possibilités. On peut organiser notamment des réunions publiques, des concertations avec la population, envoyer des enquêtes, des questionnaires. Et ces enquêtes et ces questionnaires, ils permettent aussi de s'assurer des habitudes de la population en matière de commerce. Est-ce que la population a l'habitude d'aller faire ses courses dans des zones commerciales proches? Quelles sont ses habitudes? Est-ce qu'elle est intéressée par la création de ce commerce? Quelle serait potentiellement la fréquentation, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est des points qui peuvent être en amont précisés par la mise en place de dispositifs assez simples à l'égard de la population. Et deuxième point, donc on peut aussi vérifier l'existence d'exploitants potentiels, et c'est recommandé, en mettant en place ce qu'on appelle soit un appel à manifestation d'intérêt, soit un appel à projet. Dans ce cadre-là, la collectivité, clairement, va lancer une publicité sur son site internet, dans des journaux locaux, par différents dispositifs, et elle va essayer de rechercher, de voir si des exploitants potentiels seraient intéressés pour exploiter ce commerce nouveau. Alors, il faudra faire attention dans ce cadre-là
parce que les textes en la matière ne précisent pas exactement ce qui peut être mis en place et les conditions qui sont fixées pour un appel à projet notamment. Mais si on est trop strict dans les règles qui sont fixées et si elles sont trop précises, eh bien on peut basculer aussi dans le champ de la commande publique. Donc il faut vraiment faire attention à ces points-là et en même temps, si on met en place ce type d'appel à projet, il faut prévoir un peu des critères transparents pour sélectionner les candidats, pour qu'on puisse justifier derrière des modalités de sélection. Voilà pour ces points. Donc ensuite, on va passer au contrat. Je me permets juste de vous interrompre pour vous poser une question, parce que comme c'était lié directement à ce que vous venez de dire, la différence entre appel à manifestation d'intérêt et appel à candidat. En fait, c'est la même chose. Hein. C'est des termes qui sont différents, mais en fait, c'est un appel à candidature. Après, l'appel à projet, c'est qu'on va plus demander à des candidats de proposer des projets. Mais sur la base, il faut que la collectivité quand même définisse ce qu'elle attend quand même, parce que là, on est dans le cadre de la gestion d'un commerce multiservice. Il faut qu'elle expose dans la publicité ce qu'elle attend des projets qui lui seront présentés. Et après, appel à candidat, c'est justement cet appel à manifestation d'intérêt. Hein. C'est demander justement est-ce qu'il y a des candidats potentiels, quels candidats, et après, voilà, le cadre sera fixé en amont sans être trop précis, parce que si dès ce stade-là, en fait, on précise trop les besoins, les obligations, etc., on peut rentrer dans le champ de la commande publique. Donc, c'est un exercice un peu particulier. Il faudra doser, en fait, la publicité qu'on fait et les éléments qu'on demande. Est-ce que c'est clair ou pas? Très bien, merci. En fait, l'idée, elle est la même. Hein. Elle est de déterminer s'il y a des projets et des candidats potentiels. Donc ensuite, une fois qu'on a déterminé tout cela, normalement, donc si je reviens à mon schéma d'origine, on en est là. Alors, soit la collectivité se dit, j'ai pas de contraintes très précises que je souhaite imposer. Moi, ce que je souhaite, c'est que mon bien il soit valorisé, le fonds de commerce soit valorisé, exploité en contrepartie d'un loyer ou d'une redevance. Et dans ce cas-là, on optera. Si on est sur le domaine privé, on pourra opter pour des contrats de droit privé ou pour un bail emphytéotique administratif. Et puis, si on est sur le domaine public, eh bien, on sera contraint d'opter pour une AOT ou pour ce qu'on appelle un bail emphytéotique administratif. Par contre, si la collectivité, à l'issue de cette réflexion préalable, souhaite vraiment imposer des contraintes fortes, par exemple des horaires d'ouverture très précis, un calendrier d'ouverture précis, des produits locaux, des prix limités, etc. Dans ce cas-là, elle va vraiment s'immiscer plus dans la gestion, et notamment si elle souhaite contrôler cette gestion, eh bien, on sera plus dans la commande publique et il faudra opter soit pour un marché public, soit pour ce qu'on appelle une concession de services ou de services publics. Là, je vais commencer par vous présenter donc plutôt les contrats en fait qui portent sur la mise à disposition de biens ou de fonds de commerce sans qu'il y ait véritablement une ingérence dans l'activité. Et ces contrats-là, hein, c'est ce que je viens de dire, ils seront adaptés si la collectivité elle souhaite simplement valoriser le bien ou le fonds de commerce et pas avoir un contrôle très étroit sur sa gestion. Par contre, là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il faudra vraiment être certain de la qualification du bien, puisque ça peut avoir une incidence par la suite si jamais il y a une erreur de qualification et donc de contrat passé. Attention, hein, c'est ce que je vous expliquais, attention au piège, il faut vraiment s'interroger à l'historique du bien. Est-ce que le bien a toujours été exploité sous cette forme? Est-ce qu'il a toujours été utilisé sous cette forme, ou est-ce qu'auparavant, il n'a pas relevé à un moment ou à un autre du domaine public et n'aurait pas été déclassé? Les points d'attention pour ce type de contrat, il faudra bien faire attention, donc c'est ce que je viens de dire, au risque de requalification juridique du contrat,
parce que si la collectivité commet une erreur et par exemple conclut un bail commercial sur le domaine public ou inversement applique un régime qui aurait dû relever des baux commerciaux sur un bien du domaine privé et qu'elle n'applique pas ce régime-là, eh bien, il peut y avoir derrière une requalification par le juge en cas de contentieux, en cas de litige, et ça peut mener à des condamnations indemnitaires conséquentes pour la collectivité. Si elle s'est trompée, par exemple en concluant un bail commercial sur un bien qui relève du domaine public, eh bien elle engage sa responsabilité puisque l'exploitant a pu croire à tort qu'il était protégé par le régime des baux commerciaux alors que ce n'était pas le cas. Et on peut avoir dans ces cas-là une condamnation indemnitaire. Et inversement, si on se trompe dans la conclusion d'un contrat qui devait relever normalement du droit privé et que ça n'est pas le cas, eh bien, il peut y avoir là encore des condamnations indemnitaires, voire l'application du régime des baux commerciaux d'office par le juge avec une indemnité d'exécution en cas de non-renouvellement, etc. Donc les conséquences, elles peuvent être importantes potentiellement en cas de litige. Après, le deuxième point d'attention pour ce type de contrat, c'est aussi le risque de requalification en contrat de la commande publique avec un potentiel risque pénal. Pourquoi? Donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à partir du moment où la collectivité, elle va imposer certaines contraintes précises, avoir des attentes précises qui sont fixées au contrat, vouloir exercer un certain contrôle sur la gestion, etc., on va basculer dans le champ de la commande publique. Et si on n'applique pas ces règles-là, par exemple, si on conclut un bail commercial qui peut être requalifié de contrat de la commande publique en lieu et place de ce type de contrat-là, eh bien, on a une multitude de risques juridiques. Au-delà des risques de nullité du contrat, d'indemnisation, on a aussi un risque pénal parce que le fait de ne pas appliquer les règles de la commande publique lorsqu'elles devaient être appliquées, c'est potentiellement un délit de favoritisme qui peut être poursuivi. Donc, il faut faire très attention et c'est pour ça que c'est important de s'interroger aussi sur toutes ces questions, c'est qu'on a des risques qui sont non négligeables et qui peuvent être évolutifs aussi en fonction du contexte politique, du contexte local. Et là-dessus, il faut donc bien sécuriser en amont la passation de ce contrat. Et puis surtout, il y a un dernier point aussi également, qui se fait vraiment très fréquemment, c'est que les collectivités, comme elles veulent favoriser l'installation, l'exploitation d'un commerce, notamment c'est le dernier commerce en milieu rural, elles peuvent prévoir des baisses de loyer conséquentes ou même des exonérations de loyer ou de redevances dans les premiers temps. Et ça, il faut faire attention, il faudra bien s'inscrire dans le cadre du Code général des collectivités territoriales et dans le cadre fixé par la jurisprudence administrative en la matière. Pourquoi? Parce que il y a un principe constitutionnel qui interdit aux collectivités publiques de consentir des libéralités, concrètement de faire des dons ou de permettre, en fait, ça peut passer notamment par une location d'un bien à un prix inférieur à sa valeur, etc. Dans ces cas-là, il faut qu'il y ait des contreparties en termes d'intérêt général. Et puis, il faut s'inscrire dans le cadre du Code général des collectivités territoriales pour soit les aides à l'immobilier d'entreprise, soit les aides justement pour la création de commerce en milieu rural. C'est possible. Mais par contre, il faudra respecter le cadre fixé par les textes. C'est des points à veiller pour ce type de contrat. Donc, je vous le disais, en fonction de la qualification du bien, de son régime de domanialité, on pourra conclure soit des contrats de droit privé, soit des contrats qui relèvent du droit public. Si on est sur le domaine privé, on pourra conclure notamment un bail commercial. Donc, le régime du bail commercial, c'est le plus connu. Il est fixé par le Code de commerce aux articles R145.1 et suivants du Code de commerce et R145.1 et suivants du Code de commerce. C'est un régime, en fait, qui est d'ordre public. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dès lors qu'on va rentrer dans les conditions d'application de ce régime juridique du bail commercial, eh bien, normalement, on est tenu
d'appliquer les règles qui relèvent du code de commerce en matière de bail commercial. Et ce sont des règles très spécifiques qui assurent une certaine stabilité au preneur pour exploiter son commerce. Alors, concrètement, le bail commercial, c'est un contrat de bail qui porte sur un local commercial, donc c'est sur un bien immobilier. En cela, ça se distingue. On distingue ce contrat de la location-gérance qui, elle, porte sur le fonds de commerce. Là, le bail, il porte sur le bien immobilier. Il faut que le bien soit exploité soit à titre commercial, soit artisanal. Et donc, il faut que le preneur soit inscrit au registre du commerce et des sociétés ou soit répertorié aussi au registre de l'artisanat. Donc là-dessus, il faut vraiment respecter ces conditions-là. Et à partir du moment où on va s'inscrire dans le régime des baux commerciaux, eh bien, la durée sera au minimum de 9 ans, avec une possibilité pour le preneur de résilier le bail à échéance tribunal. Et puis, on va avoir des règles très protectrices qui vont s'appliquer. Un droit au renouvellement à l'issue du bail. En cas de non-renouvellement, une indemnité d'éviction qui sera conséquente. Donc là-dessus, il faudra veiller à bien respecter ce régime-là qui permet une certaine stabilité et protection du preneur. Par contre, en contrepartie, si on veut parler des intérêts et des inconvénients de ce type de contrat, ça permet donc une stabilité pour tout le monde, puisque la collectivité, si elle a bien choisi le preneur, ça lui permettra d'être certaine d'avoir une exploitation pendant une certaine durée, stable, etc. Par contre, en contrepartie, la collectivité aura peu de contrôle, et notamment sur la cession du bail, sur la possibilité de cession du bail, etc., l'activité, sa gestion. Là, pour le coup, la collectivité sera assez extérieure à ces éléments-là. Et si ça ne se passe pas comme prévu avec le preneur, elle n'aura peu de marge de manœuvre pour mettre fin au bail, ou en tout cas, si elle le fait à l'issue de la période à l'issue du bail, eh bien, elle devra aussi des indemnités. Donc, il faut bien peser aussi au préalable le choix pour ce type de contrat. La location-gérance. On a mis ce type de contrat aussi dans le guide. La location-gérance, quant à elle, elle porte sur le fonds de commerce. C'est un contrat de location qui s'appelle aussi le contrat de gérance libre. Vous pourrez voir cette qualification dans certains manuels ou dans certains médias. Donc, elle porte sur le fonds de commerce. Attention, donc elle ne porte pas sur le local en lui-même. Par contre, la jouissance du local fait partie des éléments du fonds de commerce. Et donc, la location-gérance, elle fait l'objet aussi d'un régime spécifique fixé aux articles L144.1 et suivants du Code de commerce et R144.1 et suivants du Code de commerce. Elle peut être conclue pour le coup pour une durée déterminée ou indéterminée. Il y a beaucoup plus de liberté dans la rédaction de ce type de contrat. On n'est pas sur les mêmes obligations que celles fixées pour le bail commercial. Par contre, il y a des spécificités, notamment il faut publier ce contrat dans les 15 jours qui suivent sa conclusion. Et jusqu'à cette publication, le bailleur, donc la collectivité en l'occurrence, va être solidaire du preneur sur les dettes qui vont être contractées à l'égard des créanciers. Donc il faut faire attention là-dessus, être vigilant à le publier le plus rapidement possible pour justement limiter cette période de solidarité. Et c'est un contrat donc qui va être beaucoup plus souple, on va dire, mais il n'a pas vocation à être stable, à permettre une certaine stabilité. L'inconvénient de ce type de contrat, c'est qu'il est nécessairement conclu pour une durée qui va être limitée. Ça permet, si vous voulez, à l'exploitant de déterminer si le commerce est viable. La collectivité, ça lui permet aussi de tester, par exemple, la viabilité justement de ce commerce et un exploitant potentiel.
Mais il est très précaire, ce type de contrat, parce que justement, il n'y a aucun droit à renouvellement et aucun droit à indemnité à l'issue du contrat. Et en plus, si jamais le fonds de commerce se trouve déprécié pendant la période d'exploitation, eh bien, c'est un risque aussi pour la collectivité parce qu'elle va récupérer le fonds de commerce en l'état. Donc, si le commerce n'est pas très bien géré, s'il n'y a pas de faute, hein, mais que la gestion laisse à désirer, eh bien, elle va récupérer aussi un commerce qui sera déprécié. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre et disons qu'il y a une certaine précarité du locataire gérant aussi, qui peut justement s'investir dans l'exploitation et finalement ne pas avoir droit à indemnité à la fin, etc. et se retrouver sans droit à renouvellement. Donc c'est apprécié également en fonction des situations locales. Et puis enfin, sur le domaine privé, on a ce qu'on appelle le bail amphithéotique administratif. On n'a pas parlé des baux à construction ici et du bail amphithéotique de droit privé. Pourquoi? Parce que le bail amphithéotique de droit privé, il n'y a pas de contrôle notamment sur l'activité qui est exercée. Et, quand on est là sur ce type de commerce, eh bien, il faut que l'activité, elle soit celle qui a été fixée par la collectivité. Or, le BEA offre cette possibilité d'encadrer l'activité. Alors, ce contrat va être adapté s'il y a des investissements lourds à réaliser parce qu'il a une durée qui est très longue, qui peut aller jusqu'à 99 ans. Donc, il faut vraiment que ça se justifie. Et pour le coup, il faut vraiment être sûr qu'on ait choisi le bon contractant puisque derrière, c'est un contrat qui va être très long, qui permettra aux preneurs de bénéficier de ce qu'on appelle de droits réels et puis d'utiliser le crédit bail, etc., sous certaines conditions, voire de faire hypothéquer certains droits sous certaines conditions. Mais pour le coup, il faudra vraiment que ça se justifie en termes de durée et de passation de ce type de contrat. On est sur un contrat administratif avec des prérogatives particulières pour la collectivité qui aura notamment un pouvoir de résiliation unilatérale et tous les pouvoirs qui sont conférés aux personnes publiques dans le cadre de contrats administratifs. Modification unilatérale, résiliation unilatérale, voilà, les prérogatives de puissance publique classique avec un contentieux aussi spécifique. Si on est sur le domaine public, on l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas passer des contrats de droit privé. Donc dans ce cas-là, si on veut simplement permettre l'occupation d'un bien qui relève du domaine public, on va pouvoir passer soit un bail amphithéotique administratif, mais comme je vous l'ai dit, ça va se justifier à partir du moment où on aura des lourds investissements et où on est aussi sûr du co-contractant, soit ce qu'on appelle les autorisations d'occupation temporaire du domaine public, avec ou sans constitution de droit réel. Ces autorisations d'occupation temporaire du domaine public, leur régime juridique est fixé à la fois par le Code général des collectivités territoriales et par le Code général de la propriété des personnes publiques. Et quand on est sur le domaine public, on a une obligation notamment de prévoir une procédure de sélection préalable des candidats. Alors, elle est assez allégée puisque le code est particulièrement lacunaire sur la procédure à mettre en place. Concrètement, il faudra mettre en place une publicité qui sera adaptée dans des journaux locaux, sur le site internet de la collectivité, et puis prévoir une sélection des candidats avec des critères qui seront transparents et communiqués à l'avance. Donc, il faudra bien prévoir ça si on est sur le domaine public. Sur le domaine privé, le Conseil d'État vient de considérer qu'une mise en concurrence n'était pas nécessaire, mais ce point fait débat. On n'est pas à l'abri qu'il y ait par la suite des retournements au niveau jurisprudentiel sur cette question-là. En tout cas, sur le domaine public, prévoir bien cette sélection préalable. L'autorisation d'occupation temporaire, elle a une durée maximale de 70 ans quand on a des droits réels et donc des travaux à réaliser. Mais il faudra bien prendre en compte pour fixer sa durée les travaux justement et les investissements qui sont réalisés et permettre un renouvellement régulier. Concrètement,
il n'y a pas de travaux lourds et importants, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, sa durée pour un commerce, elle va être de 3 à 5 ans maximum. Donc, il faut bien peser en fait cette durée en fonction des investissements. C'est ce que je viens de vous expliquer. Et elle peut prendre la forme soit d'une convention, soit d'un titre unilatéral. Voilà pour une brève présentation de ces contrats-là. Et ensuite, donc, si on est sur des contraintes fortes qui sont imposées, avec notamment des obligations en termes d'activité exercée, par exemple, si on prévoit des animations régulières, si on prévoit un certain prix fixé à l'avance et certaines catégories de produits avec un calendrier, des horaires précis, un contrôle de comptabilité, etc. On va rentrer dans le champ de la commande publique. Si on prévoit aussi certains travaux précis dans le cadre du contrat, on va rentrer dans le champ de la commande publique. Et on sera susceptible donc de traduire une commande de la personne publique au travers de ses objectifs, de ses contraintes. Et si, en plus, on a une rémunération soit directe par un prix, soit perçue sur les usagers, eh bien, justement, on devra appliquer le code de la commande publique et choisir entre le marché public de prestation de services ou la concession de services et appliquer le code de la commande publique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si on ne le fait pas, eh bien, il y a de nombreux risques juridiques avec une possible annulation du contrat en cas de contentieux et puis un risque pénal au niveau du délit de favoritisme avec des poursuites possibles s'il n'y a pas eu de mise en concurrence. Concrètement, dans le champ de la commande publique, on a deux types de contrats qui sont susceptibles de s'appliquer, d'être mis en œuvre, soit le marché public de services ou mixte, si on a aussi une part de travaux, une part de travaux, une part de services, ou la concession de services. La concession de services, qui est prévue dans le Code de la commande publique, elle inclut aussi des délégations de services publics qui sont prévues par le Code général des collectivités territoriales, et qui sont les contrats qu'on connaît classiquement pour déléguer la gestion d'un service public. Et dans ces cas-là, suivant qu'on est en marché public ou en concession de services ou délégation de services publics qui en font partie, on va avoir des règles de publicité de mise en concurrence et des règles d'exécution qui vont être différentes. Donc, c'est important de pouvoir les distinguer et de savoir dans quel cadre juridique on s'inscrit. Si on s'inscrit dans un marché public de services ou dans une concession de services. Pour ça, le critère de distinction entre un marché public de prestation de services et une concession de services, ça va être de déterminer s'il y a un transfert du risque économique d'exploitation sur l'exploitant. Et pour ça, on va vérifier si l'exploitant il est exposé réellement aux aléas du marché, c'est-à-dire s'il est assuré ou pas d'amortir ses investissements et les coûts qu'il a supportés. Dans le cas où, par exemple, on a des aides économiques qui sont consenties par la collectivité au-delà du prix du service qui est versé par les usagers et où il n'y a pas de risque économique, de risque de perte supporté par l'exploitant, on sera dans un marché public. Ça peut être un peu technique financièrement, économiquement, de déterminer ce point. C'est pour ça aussi qu'on vous invitait très en amont à déterminer quelle est la part d'aide économique versée, etc., les aides éventuellement accordées, parce qu'en fonction de ça, on va rentrer soit dans le cadre d'un marché public, soit dans le cadre de la concession de services ou délégation de services publics dans certains cas. Et donc, en fonction de ça, ce sont des régimes juridiques distincts qui vont s'appliquer. Quand on est en marché public, c'est l'acheteur public qui supporte le risque économique du contrat, contrairement à la concession. Donc là, on vous rappelait aussi le cadre applicable parce que, en fonction de la situation, si on est en marché public, on appliquera le code de la commande publique, les articles L 1110-1 et suivants du code de la commande publique, et après les règles de passation, elles sont fixées aux articles L2 1101 et suivants du code de la commande publique. Ce sera plus judicieux de recourir à ce type de contrat si à l'issue
l'étude de rentabilité, on se rend compte que, au terme des contraintes qu'on veut imposer, eh bien, la rentabilité économique, la viabilité n'est pas du tout assurée. Et pour être certain que ce service soit assuré, on va passer par ce type de contrat si la collectivité, bien entendu, est prête à participer économiquement au financement de l'activité. Et ensuite, si la collectivité, elle souhaite complètement externaliser la gestion de l'activité et le risque économique de l'exploitation, on passera davantage par la concession de services. Ce sera bien souvent une délégation de services publics dans les cas de gestion de commerce multiservice en milieu rural, parce que dès lors qu'il s'agit de préserver un commerce, etc., qu'on est dans le cadre d'une activité d'intérêt général et qu'il y a un certain degré de contrôle sur l'activité exercée par la personne publique, et qu'elle est véritablement à l'initiative de la mise en place de cette activité, on sera plutôt dans une délégation de service. Dans les deux cas, il y a une procédure de passation assez lourde qui est fixée par le code, avec des possibilités de procédure allégée, mais on va dire que c'est des contrats en fait qui sont soumis à des règles de passation assez lourdes, et donc il faut aussi réfléchir en amont à tout ça pour éventuellement prévoir un accompagnement des candidats pour répondre, adapter aussi la passation pour permettre une plus large réponse des candidats, voire aussi avec les chambres de commerce si on ne peut pas avoir un accompagnement spécifique pour répondre et faciliter cette réponse en fait des procédures qui peuvent être assez lourdes. Dans ces cas-là, il faudra se faire accompagner pour la collectivité. Voilà pour ce bref panorama. En termes de timing, on peut peut-être passer donc aux questions-réponses et à quelques exemples. J'en ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Peut-être que Bastien Giraud, vous vouliez faire un très très bref panorama des exemples de commerce et de la proportion en fait en fonction du type de contrat qu'on rencontre pour la gestion de ce type de café, restaurant multiservice en milieu rural. Oui, déjà, on peut dire qu'au national, sur l'ensemble de notre réseau, on a un tiers des bistrots qui sont propriétaires des murs. Voilà. Et les 2 tiers qui sont locataires. Dans les 2 tiers qui sont locataires, presque 70% sont locataires d'une collectivité publique, dans la grande majorité des cas, de la commune. Voilà. Et sur le choix du contrat, les 3/4 des communes signent un bail commercial. Alors, c'est des chiffres de 2019 qu'on va renouveler cette année. Les 3/4 signent un bail commercial et 1/4 un contrat plus précaire, surtout des conventions. Alors, le constat, et c'est pour ça qu'on a fait ce guide, c'est que des fois, ça peut être des contrats qui sont déséquilibrés, mal nommés, avec des risques de requalification et surtout qui peuvent engendrer des situations un peu conflictuelles parce que le contenu, notamment sur le montant du loyer, qui fait les investissements, la durée du contrat, met des déséquilibres. Mais c'est dans la plupart des cas des conventions ou des SP ou très peu de location-gérance, mais quand même. Ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'il y a une différence. Là, je vous présente les chiffres nationaux, mais il y a le fait touristique. Et là, clairement, en zone touristique, la proportion n'est pas la même. C'est-à-dire qu'en zone touristique, la commune ou la collectivité va choisir des contrats avec plus de possibilités d'ingérence ou de participation pour pas que l'établissement ne devienne saisonnier. Donc, il va vouloir cadrer les horaires d'ouverture. Et par exemple, en région PACA, les mêmes chiffres, on est plutôt à la moitié de conventions publiques et la moitié de baux commerciaux. Voilà. Et on a même des départements où c'est très rare d'avoir des baux commerciaux. Donc,
en fait, le contrat doit aussi s'adapter au contexte. Et ce qu'on observe, c'est que lorsqu'il y a une zone avec une forte saisonnalité, donc les zones touristiques, les élus sont attentifs à garder une maîtrise pour pas que l'établissement devienne saisonnier et perde sa vocation initiale d'apporter un service à la population. Même si l'enjeu, et ça c'est ce qu'on défend, mais c'est un autre sujet, c'est de jouer sur la diversification de clientèle parce que c'est très important pour asseoir la viabilité économique qu'un bistrot puisse à la fois travailler avec la clientèle locale, mais aussi la clientèle d'excursionnistes et de touristes. Voilà ce que je peux dire rapidement maintenant pour peut-être laisser la place à des questions. Oui, très, très bien, excusez-moi. Je vous remercie, oui, pour vos interventions. Alors, on a eu quelques questions, justement, je vais vous les poser en direct. Est-ce que le locataire d'un bail précaire peut conclure une location-gérance avec une tierce personne sans en avertir le bailleur? Alors là-dessus, non, puisque bien souvent, on a des clauses justement dans le contrat de location-gérance qui prévoient en fait une gestion personnelle par le locataire gérant. Et donc, dans ce cadre-là, on ne peut pas avoir en fait de sous-location gérance, puisque c'est encadré dans le contrat. Vous parliez d'un bail précaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Redites-moi le début de Est-ce la que, question. est-ce que le locataire d'un bail précaire peut conclure une location-gérance avec une tierce personne Bah sans en après, avertir le ça, tout bailleur? dépend du contenu des contrats, hein. C'est difficile de répondre de manière de but en blanc, mais ça va dépendre du contenu des contrats. Après, bien souvent, le contenu des contrats, le contenu est encadré sur ces questions-là. Donc, à voir là. Pour répondre là de but en blanc, c'est difficile. Il faut avoir les contrats. C'est du cas par cas. Il faut analyser le contrat. D'accord. Autre question, suite à une liquidation d'un fonds de commerce bar-restaurant, pouvons-nous envisager une location-gérance? Alors, la question se pose sur la location-gérance. La location-gérance, elle suppose de la location, hein, on l'a vu, d'un fonds de commerce. Ça veut dire qu'il faut que le fonds de commerce il soit existant. Là, il faut déterminer si c'est la société qui exploitait le fonds de commerce qui a été mise en liquidation ou si c'est le fonds de commerce dans le cadre d'une liquidation hein, qui a été liquidé et donc cédé. Il est possible en fait de prévoir un nouveau fonds de commerce à mettre en location-gérance, mais ça supposera pour la collectivité hein, de mettre en place un nouveau fonds de commerce avec une enseigne, avec une clientèle, des stocks, etc. Donc, c'est vraiment aussi là encore à déterminer parce qu'il ne s'agit pas de la location hein, pure d'un local comme en bail commercial, mais il faut vraiment avoir un vrai fonds de commerce qui sera mis à disposition dans le cadre de la location-gérance. Donc oui, pour moi, c'est possible parce qu'en plus maintenant, si vous voulez, avant, on avait une obligation d'avoir exploité le fonds pendant 2 ans et donc c'était finalement le même fonds qui derrière était mis en location-gérance. Maintenant, les textes permettent de mettre en location-gérance un fonds de commerce qui n'a pas été exploité auparavant. Par contre, voilà, ça suppose qu'il y ait un fonds de commerce à exploiter. Et si le précédent fonds de commerce a été mis en liquidation, on peut éventuellement considérer qu'il y a un nouveau fonds de commerce. Mais ça, c'est pareil, c'est à déterminer et à calibrer avec la collectivité. Très bien, merci. Une autre question, confirmez-vous que l'on peut recourir à une concession de simple service, donc non à une DSP, pour la gestion du multiservice, si le degré d'immixtion de la collectivité ne révèle pas l'existence d'un service public? Oui, je confirme. Je confirme que si on n'a pas un degré d'immixtion tel qui entraîne la qualification de service public, on peut avoir une concession de service sans service public. Après, bien souvent, on sera quand même en délégation de service public. Et la distinction, en fait, elle va se retrouver dans la procédure
de passation. Quand on est en délégation de service public, on aura une procédure de passation qui sera un peu plus lourde. Maintenant, pour les collectivités territoriales et pour les communes et les EPCI, eh bien, les règles qui sont fixées par le Code général des collectivités territoriales vont quand même s'appliquer en partie pour les simples concessions de services sans service public. Mais là encore, en fait, juridiquement, hein, c'est une appréciation assez ténue, on va dire, entre une concession de service simple et une délégation de service public. C'est au cas par cas. Il faudra vraiment analyser en détail si on est dans l'un ou l'autre des cas. Mais oui, c'est tout à fait possible d'avoir une simple concession de service. Très bien, merci. Une autre question. Au niveau d'un EPCI à fiscalité propre, la compétence pour créer un multiservice relève-t-elle de la politique locale du commerce d'intérêt communautaire, qui est une composante de la compétence développement économique? Oui, ça peut relever de cette compétence-là, effectivement. Tout à fait. J'ai une autre question. Est-ce que les pertes financières dans le cadre d'une location-gérance sont supportées par la collectivité? Alors, non désormais, après la publication du contrat. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'invitais à publier le plus rapidement possible le contrat de location-gérance. Il y a une solidarité qui est prévue par les textes, mais elle est prévue uniquement dans la période entre la conclusion du contrat et sa publication. Toujours est-il que si le fonds est fortement déprécié pendant la période de location-gérance, certes, les créanciers ne pourront pas se retourner directement contre le bailleur à la fin, mais certaines problématiques vont venir à se poser à l'issue de la location-gérance, puisque le bailleur peut retrouver son fonds aussi particulièrement déprécié et c'est ça qui risque de poser des questions. Par contre, la solidarité sur les dettes, désormais, elle ne vaut que entre la conclusion du contrat et sa publication. Très bien. Publication qui doit intervenir dans les 15 jours, dans un journal d'annonce légale. Oui? Alors, une question un peu particulière. Comment déclasser une ancienne école en local de commerce multiservice? Eh bien, pour qu'un bien sorte du domaine public, il y a deux choses. Il faut qu'il soit désaffecté, donc, concrètement qu'il ne soit plus affecté ni à l'usage du public ni à un service public. Donc là, une école, plus qu'elle soit affectée à l'usage d'école. Hein. Et puis derrière, il faudra prendre un acte matériel de déclassement, un acte formel par délibération pour déclasser ce bien. Après, ça s'étudie au cas par cas, mais voilà, il faudra vraiment acter du déclassement du bien pour pouvoir le faire sortir du domaine public. Après, tout dépendra. Hein. Il faut bien aussi que le bien, par la suite, ne relève pas lui-même du domaine public. Hein. Parce que si on est sur un service public avec des aménagements indispensables, on pourra aussi, même dans le cadre de l'exploitation d'un commerce multiservice, entrer dans le champ du service public et relever du domaine public. Donc ça, c'est une appréciation cas par cas. Maintenant, si on n'est pas dans cette situation-là, eh bien, un déclassement permettra de faire sortir le bien du domaine public. Très bien. J'ai une autre question. La faculté pour une commune d'accorder une aide économique à un multiservice dépend-elle de la définition de la compétence soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire de son EPCI à fiscalité propre? Alors ça, il faudra, enfin, voilà, c'est à vérifier au cas par cas. Il faut voir aussi la manière dont sont rédigés les statuts. C'est vraiment, après ça, c'est des questions un peu pointues, quoi. Il faut vraiment analyser au cas par cas les éléments juridiques. Par contre, il y a un texte spécifique et je l'ai abordé. C'est l'article L 2251-3 du CGCT qui pose en fait la possibilité pour les collectivités, les EPCI, de créer ce type de commerce, à voir si au niveau local aussi, la commune peut justifier d'entrer dans ce type de régime d'aide.
Mais ça, faut faire une analyse un peu plus poussée après des statuts de l'EPCI pour déterminer ce qu'il en est, quoi. Très bien. Une question bon, un petit peu particulière. Est-ce que les labels Bistrot de Pays et 1000 Cafés sont compatibles? Monsieur Giraud. Oui, peut-être. Là, Monsieur Giraud. on n'a jamais eu le cas pour le moment. Il faut regarder il faudra regarder la nature du contrat, le niveau d'indépendance, puisque nous, c'est un réseau, c'est des indépendants. Euh, mais a priori, il n'y a pas de. Il faut qu'on regarde au cas par cas. Voilà. Et a priori, il n'y a pas d'impossibilité. Hein. Il faut qu'on regarde le contrat. Voilà. Parce que pour répondre aux conditions qui sont fixées par le label Bistrot de Pays, il faut répondre à certains critères en fait. Et donc c'est vraiment effectivement au cas par cas, puisque 1000 cafés, je ne pense pas qu'il y ait forcément les critères qui soient remplis suivant la manière dont le bien est exploité et les conditions qui sont fixées pour son exploitation. Voilà, il y a le respect de la charte et puis le niveau d'indépendance. C'est les deux questions qu'on regarde, quoi. Voilà. Alors, il y en a Après, pas- ce ne sont pas les mêmes dispositifs. Hein. 1000 cafés, c'est encore autre chose. Alors, il y a un des participants qui indique, pour précision, dans le dispositif 1000 Cafés, le gérant est salarié. Oui, c'est un dispositif vraiment particulier avec un montage particulier. Pour le coup, on n'est plus là dans ce qu'on vient de vous présenter. Parce que dans le cadre de notre guide, nous avons fait référence au contrat en fait conclu par les collectivités elles-mêmes. C'est-à-dire que la collectivité reste vraiment maître du contrat. 1000 Cafés, c'est un dispositif particulier avec un montage financier particulier, un montage juridique particulier. On n'est plus là-dedans en fait. L'objectif du guide, c'est justement aussi de permettre aux élus locaux de conserver une certaine maîtrise sur les contrats passés et de rester en fait finalement les principaux gestionnaires de leur commerce. Donc on n'est pas sur les mêmes dispositifs. On ne peut pas comparer en fait les deux systèmes. Hein. Là, dans notre guide, c'est vraiment des cas particuliers où la collectivité reste de la gestion, de la conduite du contrat, etc. Très bien, je vous remercie. Je vais terminer par ce message. Bon, là, ce n'est pas une question de Madame Patricia Andriot de l'ANCT qui souhaite remercier Bistrot de Pays et Madame Maître Lavis pour cette initiative. Et elle indique qu'un fonds de soutien au commerce rural sera lancé fin mars. Bistrot de Pays est associé, comme d'autres, pour faciliter l'accompagnement des commerces dans le cadre de ce fonds. Voilà. Merci. Mais écoutez, Merci à tous en tout cas Maître, pour votre écoute. Merci Monsieur Giraud, beaucoup. Maître Lavis et Monsieur Giraud, je vous remercie pour votre intervention et pour avoir répondu à ces différentes questions. Je remercie tous les participants d'avoir assisté à ces webinaires et vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau rendez-vous expert qui sera consacré à l'actualité jurisprudentielle de la commande publique. Il sera animé par Maître Christophe Cabane et Maître Vincent Michelin. Voilà, je vous Juste pour remercie. finir, Oui. juste pour finir, si les participants veulent avoir le guide, il suffit de nous envoyer un mail et on leur enverra le guide juridique. Voilà. Et puis on est à leur disposition s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à nous appeler. Voilà. Voilà, donc Exactement. l'adresse mail s'affiche. Oui, excusez-moi. Question un peu précise. Bon, bah, voilà, il faudra envoyer un mail ou solliciter une consultation. Et puis, bah, pour avoir le guide, effectivement, vous pouvez contacter la Fédération des bistrots de pays qui fournira le guide. Et nous serons présents aussi lors de la NCT Tour pour présenter le guide également et rencontrer les élus des territoires. La NCT Tour qui aura lieu en mai prochain. Très bien. Merci Monsieur Do, en tout cas aussi pour Merci beaucoup. Merci à vous pour vos la interventions. modération. Merci à tous les participants. À très bientôt. Merci, participants. Au revoir. À bientôt. Au revoir.